Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 8 février. Comme tous les soirs, vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons avec vous de comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir, comme vous en avez l'habitude, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions, ainsi que vos commentaires, nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous dans 60 minutes pour comprendre sont Monsieur Driss Guerraoui, vous êtes secrétaire général du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Touhami Abdelkhalq, vous êtes économiste. Et Rodani Chelkhaoui, vous êtes spécialiste des questions géostratégiques. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui même, Sa Majesté le Roi a présidé au lancement des programmes de développement des provinces du Sud consacrés aux régions de Dakhla, Oued Dahab et Gelmib Oued Noun pour des investissements estimés à près de 30 milliards de dirhams. Et ce n'est pas fini. Le week-end dernier, vous avez pu le voir sur l'antenne de Média TV, avec la centrale Nour, dont la première partie a été inaugurée, la régionalisation avancée et les autres projets annoncés. C'est toute une nouvelle dynamique de développement qui se dessine au Sahara. Quels sont les grands chantiers prévus et les secteurs de développement mis en avant? Quels sont les moyens prévus pour les accompagner, les objectifs escomptés de ces grands programmes? Province du Sud, un développement exemplaire, point d'interrogation, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Messieurs, on va essayer de comprendre aujourd'hui toute cette dynamique, je le disais dans mon introduction, qui a été insufflée aujourd'hui, qui est concrétisée par de grands chantiers, de grands lancements. Je vous demanderai quels sont aujourd'hui, pour qu'on ait un ordre de grandeur de ce qui est prévu, de ce qui a déjà été mis en œuvre, de ce qui est a déjà été insufflé aujourd'hui. On l'a bien vu, Sa Majesté a lancé des programmes aujourd'hui, Dakhla, Gelmim, mais le fait le plus notable qu'on a vu ce week-end, le lancement en grande pompe de Nour, un des plus grands projets, c'est pas un des plus grands, c'est le plus grand projet d'énergie solaire au monde. C'est une consécration, ce projet, pour le modèle de développement du Sud? Absolument. Tout d'abord, ça traduit une chose politiquement et géostratégiquement importante, mais aussi en termes de développement, que le train de la régionalisation avancée a démarré. Et que désormais, le Maroc est en train de concrétiser et de donner un contenu pertinent au nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Deux, c'est un projet donc, qui, avec Nour, éclaire déjà sur les ambitions futures, qui sont en fait un doublement du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite par les trois régions des provinces du Sud, et la création de 120 000 emplois, ce qui va permettre de réduire de moitié le taux de chômage qui était en 2010 de 15%. 17, près de 17%. Et le réduire en 2025 à 9%. Là, on parle bien des provinces du Sud. Des provinces du Sud, uniquement des provinces du Sud. Et en particulier celui des jeunes, qui était de 32%, et qui va être ramené à moins de 15%, et celui de femmes, qui était de 22%, et qui va être ramené à quelque chose comme 12%. C'est une ambition réelle, mais avec des moyens conséquents, évalués par le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, élaboré par le Conseil économique, social et environnemental, à 140 milliards. Comme vous venez de le dire, 77 milliards sont déjà engagés à l'occasion de la visite royale, sachant que cela porte à la fois sur des investissements publics, sur des investissements privés, mais aussi sur un partenariat public-privé. On verra quels sont les modes de financement, parce que quand on entend ces chiffres-là, on peut se demander d'où vient le financement. On verra aussi sur des projets comme cette très symbolique ligne ferroviaire entre Tanger et Le Guéra, qui est encore en attente de financement. Ça pose le premier de financement, on va y arriver. Si Chelkhaoui, d'un point de vue géostratégique, le lancement de Nour, la plus grande centrale solaire au monde, qui fera l'équivalent, c'est quand même, on va dire, c'est assez gigantesque, de l'équivalent de Rabat, en termes de superficie. On est à près de plus de 3000 hectares, ça sera avec toutes les tranches, plus de 3000 hectares. D'un point de vue géostratégique pour le Maroc, le signal que ça envoie finalement à la planète, puisque quand on a un projet qui se distingue sur le plan mondial, qu'est-ce que ça représente?
D'ailleurs, la première chose qu'il faut souligner, que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est en train de se métamorphoser. Même l'économie mondiale, aujourd'hui, il y a une transformation radicale. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte. Le Maroc est bien évidemment s'y inscrit dans cette démarche de mettre en place des mécanismes de cette économie verte. Et aussi parce qu'il y a une exigence. N'oublions pas que 94% du besoin énergétique marocain sont importés de l'extérieur, de l'étranger. Et ça pèse vraiment sur le budget de l'État. Deuxième chose qui est très importante, qu'il faut souligner, que tout ça s'inscrit dans une vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que je peux scinder en 3 actes. Le premier acte qui a été vraiment très clair depuis la visite de la Côte d'Ivoire. Sa Majesté, il a annoncé un grand discours en mettant en place des mécanismes de partenariat sud-sud. Deuxième acte, c'est ce nouveau modèle économique des provinces du Sud qui a été mis en place d'ailleurs depuis 2006. Et il y avait une discussion qui était très avancée et aujourd'hui nous sommes en train vraiment de mettre en place les résultats et les fruits de cette réflexion stratégique marocaine. Et le troisième acte, c'est ce parc solaire Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 4 qui va jouer aussi un rôle très important dans l'économie marocaine. N'oublions pas qu'il y a des investissements colossaux, 9 milliards de dollars, alors que dans l'heure de la COP 21, le monde s'est engagé de donner 10 milliards de dollars à l'Afrique pour qu'elle affronte cette lutte contre la désertification, la lutte contre la déforestation, la lutte pour contre l'Afrique tout entière. Voilà, tout entière. Voilà, le Maroc, avec cette vision très saluée de Sa Majesté, vient de mettre ce grand parc solaire qui est déjà avec sa capacité de produire, Nord 1 peut produire 160 mégawatts. C'est une capacité à l'échelle mondiale la première dans le monde. Ça, c'est une chose qui est très importante. N'oublions pas aussi que le Maroc, par le biais de ce projet, s'inscrit dans les directives de la COP 21. N'oublions pas que dans quelques mois, le Maroc va accueillir en décembre la COP 22. Et ça reflète aussi que toutes les promesses que le Maroc a faites sont en train de se réaliser sur le terrain. Il y a aussi une chose très importante, c'est que le Maroc est dans une vision stratégique et les provinces du Sud sont une passerelle régionale stratégique avec les pays limitrophes, avec l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sahel. Donc avec ces grands chantiers, avec ces projets de l'énergie renouvelable, cette mise en place des grandes structures de technopoles de Foumeloued et d'autres choses qu'on va essayer de discuter dans cette émission, donc ils vont créer ce qu'on appelle une ceinture stratégique qui va avancer dans le temps et dans l'espace pour essayer de développer ces pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Donc il y a une vision stratégique et n'oublions pas que Sa Majesté le roi Mohamed VI, quand il est parti dans les provinces du Sud, il n'est pas parti en chef de guerre. Il est parti en tant que planificateur stratégique, visionnaire, pour essayer, parce qu'on sait que les régions de province du Sud, c'est le démarrage vers l'Afrique. C'est le continent africain qui est visé de développer le citoyen africain, de lui donner toutes ses chances pour acquérir sa dignité. Alors, on va y arriver justement sur le pont Sud-Sud qui est quand même un élément extrêmement stratégique. Par rapport au lancement de Nour qui est finalement, est-ce que ça va être le point nodal de toute la concrétisation de tout ce qu'on attendait depuis très longtemps en termes de régionalisation avancée, de la concrétisation du développement des provinces du Sud? Oui, moi je crois que c'est beaucoup plus une concrétisation, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était depuis 2009 que le projet a été lancé. Le projet solaire marocain a été lancé en 2009. Maintenant, c'est le premier fruit qu'on vient de cueillir et puis c'est lancé. L'objectif a été d'atteindre, c'est déclaré depuis le discours de Sa Majesté à Paris, 52% de notre énergie électrique sera produite en 2030, à l'horizon 2030, de sources solaires. Et donc la première station, la plus grande, évidemment, au niveau mondial, c'est Nord. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne au niveau économique beaucoup de choses. Déjà au niveau local, dans toute la région de Ouarzazate, évidemment, puis au niveau national, puisque, comme disait le professeur tout à l'heure, le Maroc importe beaucoup, importe 95% de ses besoins énergétiques de l'extérieur. Ça alourdit la balance commerciale du pays. C'est la source de notre déficit. Essentiellement, ce sont les produits énergétiques importés. Et donc, l'une des solutions, en 2009, on a été obligé d'y aller, puisque les prix de pétrole étaient au-delà de $120 le baril. Mais ex post, c'est-à-dire aujourd'hui,
il s'avère que c'était une stratégie gagnante, que même avec des prix faibles, c'est ce qu'il fallait prendre comme décision. Et donc sur le plan énergétique, je crois que c'était clair sur le plan stratégique pour le développement du pays. C'est intéressant. Maintenant, il va y avoir tout ce qui va toucher toute notre économie, puisque tout va être compétitif. Si nous gagnons à avoir notre propre électricité, en tout cas d'une façon ou d'une autre plus ou moins autonome, ben, c'est-à-dire que le coût, toute la volatilité du prix du pétrole, ce serait le passé pour notre industrie, et donc on va gagner en termes de compétitivité. Et donc je crois que c'est un départ, c'est un nouveau départ pour notre développement, et pour le départ, pour les autres projets qu'il va y avoir au Sud, n'oublions pas qu'il y a aussi des projets solaires et éoliens sur les provinces du Sud. Et donc la connexion est là. Et ensuite, pour la connexion justement avec l'Afrique, demain, le Maroc pourra exporter son électricité et son énergie vers le Sud. Et donc, c'est clair que tous les projets qui sont en place, et même vers le nord d'abord, puisque la connexion existe déjà vers l'Espagne, et vers l'Est, puisqu'il existe déjà vers l'Algérie. Et donc, maintenant, on va pouvoir l'exporter aussi vers le Sud, et on va être leader au niveau régional, peut-être même mondial, en termes de production d'énergie électrique, mais aussi de toutes les composantes, et on va pouvoir exporter notre savoir-faire en termes d'ingénierie vers les pays du Sud, du Sahel et au Sud du Sahel. À un moment, il faut le préciser, où les énergies à base fossile sont en train de régresser de façon significative, et tout augure à ce que le Maroc va devenir, à l'image d'autres secteurs, un véritable leader mondial des énergies renouvelables, mais non seulement en raison de ses impacts en termes de compétitivité, mais surtout la construction de tout un écosystème autour de l'économie verte qui aura un impact à la fois sur l'énergie proprement dite, sans oublier les autres énergies renouvelables, l'éolien en particulier, mais aussi sur l'agriculture, à travers l'agriculture durable, sur le tourisme, sur les autres industries et sur l'ensemble des composantes de l'économie verte. Et il y a là, effectivement, l'expression d'une ambition, mais qui dépasse la question proprement énergétique pour s'inscrire dans le cadre de cette grande vision à la fois géostratégique, mais aussi qui fait du développement durable un vecteur futur essentiel pour la construction, non seulement pour les provinces du Sud, mais aussi pour l'ensemble du Maroc des régions, étant entendu que la perspective à la fois euro-africaine, mais aussi moyen-orientale, n'oublions pas que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un contexte où le monde arabe est en train donc de s'inspirer aussi de l'expérience marocaine, ça a été dit publiquement par les hautes autorités des pays de la coopération donc du Golfe, et qui fera que les avancées du Maroc en matière technologique, en matière de maîtrise des filières, de toutes les filières donc des énergies nouvelles, une puissance énergétique à venir où donc l'énergie renouvelable sera un des facteurs de production qui essaimera sur l'ensemble des composantes du tissu économique dans le cadre d'un écosystème où l'énergie, faut-il le remarquer, ne sera qu'un élément parmi d'autres. N'oublions pas les autres. Ce qui est très important que j'aimerais bien rajouter, parce que si on a bien suivi un petit peu les discussions qui ont été lors de la COP 21 à Paris, il y avait vraiment cette conscience mondiale, cette préoccupation mondiale sur le climat. Aujourd'hui, on vit dans les aléas météorologiques. Il y a un problème dans le monde entier. N'oublions pas qu'à travers le projet Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 4, le Maroc, chaque année, va éviter le rejet de à peu près 240 000 tonnes de CO2. Sur une durée de 25 ans, le Maroc va... 6 millions de tonnes. Oui. 16 millions de tonnes en 25 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est considérable et très important et qui va vraiment redorer l'image du Maroc à l'échelle internationale comme un pays qui incarne vraiment cette économie verte, cette économie propre, cette vision propre du monde et aussi cette volonté de s'inscrire dans une dynamique économique
transparente et aussi un locomotive, parce qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des modèles de concepts qui sont diamétralement opposés. Le concept de Pékin, de la Chine, et le concept de Washington, dans le concept du modèle économique qu'il faut suivre. Donc aujourd'hui, le Maroc s'impose avec cette vision, avec ce regard, avec ces réflexions, comme étant vraiment un modèle qui arrive de réussir. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui même, on parle du Maroc, il faut parler aussi des pays limitrophes qui sont en train de connaître des changements radicaux, des métamorphoses, une instabilité, une déstabilisation totale, alors que le Maroc, un pays limitrophe, en train de connaître un développement sans précédent. Mais attention, il ne faut pas que ces prouesses effectives nous empêchent de voir les vrais problèmes que pose aujourd'hui cette énergie. Alors, j'y arrive. Et en particulier, les choix technologiques et le coût qui reste encore élevé, d'où la nécessité, je terminerai là, la nécessité de mobiliser le potentiel de recherche scientifique et technologique et toute la capacité d'innovation pour mettre en évidence les technologies, certes les plus propres, mais surtout les moins coûteuses et celles qui permettent au Maroc de réaliser des raccourcis, non seulement en termes gestionnaires, mais aussi en termes donc, de coûts effectifs. Justement, futurs. quels sont les défis? Alors aujourd'hui, je vous ai écouté et on voit bien que tous ces projets sont concrets aujourd'hui, ce qu'ils vont apporter à la région, mais quels sont les défis pour que justement elles apportent ce qu'on a envie qu'elles apportent à la région? C'est-à-dire qu'en gros, il faut quand même rappeler que dans les provinces du Sud, ça représente 60% du territoire national. On a qui concentre 1 million d'habitants, donc c'est un peu plus de 3% de la population du royaume. De quelle manière aujourd'hui on va pouvoir amener, désenclaver ces régions d'un point de vue potentiel humain, ramener finalement, essayer de répartir en faisant un appel de compétences, faire du transfert technologique? Quels sont aujourd'hui ces défis? Il est clair que le développement des provinces du Sud ne peut être concret et avancer dans la bonne direction que lorsqu'il est aussi gagnant pour le Nord, dans le sens où, d'abord, sur le plan physique, il y a une route qui va relier justement Agadir, Tiznit, c'est ça, Tiznit, Dakhla, Tiznit, Dakhla, en passant par la trois tronçons. Donc, physiquement, il y a ça. Deux, il serait intéressant de voir que le développement dans les provinces du Sud va avoir un effet multiplicateur au niveau local, mais beaucoup de ce qui va être utilisé comme consommation intermédiaire, comme développement, va aussi bénéficier aux provinces du Nord. Et donc, il va y avoir beaucoup de déplacements en termes de matériaux, de construction vers le Sud. Trois, il va y avoir des déplacements de population, puisque lorsqu'il y a une richesse qui se crée dans le Sud, il va y avoir des mouvements de population des provinces du Nord qui vont aller chercher à travailler dans le Sud. Ça, c'est au niveau local, national. Et là encore, je reviens sur ce trait d'union vers l'Afrique, puisque si tout se développe dans le sens où on va développer notre commerce, nos échanges avec la Mauritanie, puis avec le Sénégal et au-delà, puis avec le Mali de l'autre côté, ça va donner une dynamique en termes de transport, de marchandises, de biens, qui va attirer beaucoup d'activités dans toute la zone. Que l'activité soit au niveau minier, on parlait de phosphate, au niveau des richesses halieutiques, toute la côte de nos provinces du Sud, et de tout le tissu agricole qui est en train de changer, puisqu'il y a beaucoup de projets agricoles qui sont en place. Donc, la garantie, les défis qu'il y a, c'est de trouver comment attirer les populations, attirer le développement dans les provinces du Sud pour qu'il soit aussi bénéfique à ceux qui sont au Nord. Et dans ce cas, je crois que c'est assez bien conçu. Je peux imaginer, Segraoui peut corriger la chose. Lorsque le projet a été identifié, chacune des trois régions, on a identifié de façon claire un pôle de compétences clair, des avantages comparatifs de la région spécifique. Et c'est ça ce qui va dynamiser de façon réelle ces zones-là. Je veux juste tempérer, mais poser la question, parce que j'ai l'impression en vous écoutant que ça va devenir l'Eldorado interne marocain. Ça peut le devenir aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'il y a, je choisis bien mes mots, est-ce qu'il y a des visions de développement en termes d'infrastructure, d'urbanisme? Est-ce qu'on va pouvoir éviter toutes les erreurs qu'on a pu faire par ailleurs dans le développement de nos villes, ici, au Nord? Est-ce que c'est le finalement, d'aller me faire un nouveau modèle, un nouveau Maroc, entre guillemets, qui soit... Parce que tout est à faire, c'est vierge. Tout à fait. Et d'ailleurs, le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud se veut un modèle intégré, qui prend en ligne de compte
à la fois les dimensions économiques, les dimensions sociales, les dimensions environnementales, les dimensions culturelles et les dimensions gouvernance de l'ensemble, et donc le pilotage institutionnel de l'ensemble du modèle. Et par conséquent, la question de l'écosystème dans son ensemble, y compris la dimension logement, habitat, cadre de vie, les nouveaux lieux de vie au sein des provinces du Sud, sont intégrés dans le modèle, y compris les questions de durabilité, de l'environnement, de la gestion de l'eau, la gestion durable de l'eau, la gestion donc efficace de l'énergie, pour dire que les provinces du Sud, du point de vue du nouveau modèle, sont le poumon futur non seulement des provinces du Sud elles-mêmes, mais aussi de l'Afrique au sud du Sahara, mais aussi le Maroc, des autres régions. Et c'est en cela où, à mon avis, les ambitions inscrites et les espoirs fondés sur le développement pour les provinces du Sud, à travers ces projets structurants, qui sont conçus de façon intégrée, peuvent devenir effectivement le point de départ d'une véritable, oui, on peut le dire, d'une véritable révolution, à la fois économique, technologique, avec ses prolongements sur le terrain du culturel, de l'environnemental, mais aussi sur le plan de l'épanouissement des populations, sachant que la gestion des ressources est au cœur, justement, du modèle, à savoir que tout cela doit avant tout être un indicateur d'amélioration des conditions de vie de population, mais aussi un facteur de développement effectif des trois régions qui composent aujourd'hui les provinces du Sud. Et c'est en ce sens, effectivement, où il ne faut pas voir la question énergétique indépendamment des autres secteurs, et qu'il faut voir ce qui se fera dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services, dans le commerce, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les infrastructures, comme étant des composantes d'un projet intégré qui vise à faire de l'ensemble des provinces du Sud un pôle de développement intégré d'avenir qui est censé être arrimé à la fois aux autres régions du Maroc, mais aussi à l'Afrique subsaharienne, mais dans le cadre d'une vision géostratégique nouvelle qui fait de la zone Europe-Afrique, mais la zone Europe-Afrique Moyen-Orient, une zone d'avenir où le Maroc aura à jouer un rôle à la fois politique, mais aussi économique et géostratégique important dans l'avenir. Vous savez, oui, le Maroc, comme je le dis souvent, c'est le centre de gravité d'un triangle géostratégique très important à l'échelle internationale. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe et aussi il y a le Moyen-Orient. Le Maroc, avec le Moyen-Orient, il a des relations privilégiées avec plusieurs pays, aussi avec l'Europe, avec le statut avancé. Aujourd'hui, avec l'Afrique, le Maroc est en train de mettre en place une région pour intensifier le dialogue, les échanges commerciaux et aussi pour que cette région, les régions des provinces soient des régions stratégiques. D'ailleurs, ça se voit que même ce projet d'Honor 1 qui a été inauguré par Sa Majesté, c'est la vitrine d'un grand projet ambitieux à l'échelle marocaine. On voit que, par exemple, si on décortique toutes les mécanismes, tous les mécanismes qui sont en train de se mettre en place, les grands projets qui sont en train que Sa Majesté est en train d'inaugurer, par exemple, on prend par exemple le complexe Foum El Oued Al Ayoun avec avec une université polytechnique Mohamed VI, avec des pôles économiques, de développement social, avec aussi l'African Fertilizer Complex, que l'OCP qui a mis beaucoup de paquets d'argent, qui a investi beaucoup d'argent pour mettre en place, pour produire de l'engrais, qui va se transporter bien évidemment dans les pays africains. Et on sait que d'avance qu'il y a un grand besoin à l'échelle internationale de l'engrais. Donc il y a vraiment une vision. Si on voit les choses d'une manière globale, on voit qu'il y a une stratégie bien calculée, bien ficelée à l'échelle internationale pour que le Maroc se positionne aujourd'hui avec sa stabilité politique, avec sa position et stratégiquement parlant, comme un leader dans le continent africain et qui va
permettre de promouvoir aussi une autre culture qui a été annoncée dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Abidjan l'année dernière. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'Afrique aujourd'hui compte beaucoup sur le Maroc. Les gens qui visitent l'Afrique, qui parlent avec les Africains, ils voient le Maroc comme un pays leader, comme un pays exemple, un modèle. Et d'ailleurs, donc, il faut accompagner cette image avec un développement humain, avec aussi, il faut s'inscrire aussi tous ces chantiers, parce que ce qui est très important, c'est que le capital humain doit être dans la préoccupation, dans le centre. C'est pour ça que je vous posais la question des défis. Oui. Je vais me faire l'avocat du diable ce soir en se demandant qu'est-ce qui nous ferait rater le coche. Est-ce qu'aujourd'hui on a prévu, parce que c'est transverse ça, aujourd'hui on connaît les problèmes que souffre l'éducation, c'est que les problèmes que souffre la formation, l'enseignement. Est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment prévu toutes les voilà, tous ces besoins qu'on va avoir en termes de ressources humaines, de potentiel? Est-ce que finalement ça va être une locomotive pour obliger nos stratégies, nos visions en termes d'éducation, en termes d'enseignement à enfoncer le clou? Ou alors on va se retrouver à un moment donné en se disant mais on va être obligé d'importer des ressources par ailleurs? Non, je crois que les gens qui travaillent au niveau sectoriel ont identifié les besoins en ingénieurs, en techniciens spécialisés dans tous les domaines. Je vous donne deux exemples. Il y a une quinzaine d'années, le Maroc ne fabriquait pas de voitures, n'avait pas d'industrie aéronautique. Aujourd'hui, plusieurs opérateurs au niveau international viennent au Maroc, puisqu'ils ont compris qu'on peut rapidement former, on a la base pour pouvoir le faire dans nos écoles d'ingénieurs, éventuellement avec des flexibilités, on peut ajouter. Et c'est le cas, même pour les énergies renouvelables, il y a eu 2 instituts qui ont été lancés, je crois, un au nord, à Tanger, et un autre à Ouarzazate, pour accompagner le développement, tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Pour tout ce qui est halieutique, on avait déjà des instituts. On a un institut qui forme déjà des ingénieurs en agriculture. Nous exportons notre expertise au niveau de plusieurs pays. De l'eau. Donc, on n'a pas un problème au niveau, est-ce qu'on va avoir les ingénieurs, les techniciens qui vont faire ça? Moi, ce que je veux, c'est pas seulement, pas seulement pour ce qu'on va avoir, mais je crois même qu'on va pouvoir les exporter, puisque pour construire la centrale solaire, si on prenons le cas de Nord, il y a, je crois, 2000 personnes qui ont travaillé. Ça ne veut pas dire que les 10 000 personnes vont continuer à travailler dans la centrale. La centrale va être opérationnelle avec moins de 150 personnes. Les ingénieurs qui sont là doivent se déplacer pour... Mais les filières, d'accord. Gravitent autour de ce centre. Et donc, globalement, on peut. Et lorsqu'il y a un rendement, il y a une efficacité, il y a une rentabilité, d'autres filières peuvent se développer pour couvrir ça. Probablement que pour ça, on l'a. Pour d'autres choses, si besoin il y a pour les provinces du Sud, je crois qu'il est facile, avec l'université qui a été mise en place, d'identifier les cursus qu'il faut mettre en place et puis les former, les livrer assez rapidement. C'est comme ça que je vois. À ce niveau, il n'y a pas véritablement un problème à ce niveau. Je dis bien, pour le niveau formation, je crois qu'on va pouvoir accompagner ce projet. J'ai un avis différent. Moi, je crois que il y aura au moins 4 défis. Et on doit les affronter de façon conforme aux ambitions que nous nous sommes mis comme objectif pour l'avenir. Le premier, c'est notre capacité à réaliser une autonomie technologique. Et seul un puissant système de recherche et d'innovation nous permettra de l'atteindre. C'est vrai. Est-ce qu'on a abordé, est-ce qu'on a déjà entamé un processus de transfert de technologie? Non, il y a ça. Non, je pense, il n'y a qu'à voir ce que fait aujourd'hui l'OCP, c'est extraordinaire. Il y a une prise de conscience que réussir ce pari, réaliser cette ambition, nécessite de réunir les conditions d'une production autonome de la technologie énergétique, mais en renforçant le potentiel national de recherche et d'innovation en la matière. 2, c'est la question de la formation. La question de la formation, et notamment qualifiante, est au cœur, parce qu'on aura un besoin à la fois de maintenance, mais aussi d'accompagnement des utilisateurs de ces nouvelles technologies que nous ne maîtrisons pas encore. Et d'innovation. Et d'innovation, sans oublier une dimension importante qui est la maîtrise sociale de la technologie, parce qu'il y a toute une organisation, tout un système de management de l'ensemble. Et enfin, et je crois que c'est le nœud de la guerre, le financement. À l'heure d'aujourd'hui,
c'est des choix des technologies qui sont relativement coûteux et on doit effectivement trouver des mécanismes de financement qui nous permettent, soit à travers des innovations financières, soit à travers des partenariats publics-privés, avec une volonté avant tout de trouver le financement à partir de la capacité de générer des richesses par ces nouvelles technologies. Alors on arrivera au financement. Et donc nous sommes devant de véritables défis qu'il faut effectivement réguler positivement si on veut gagner la bataille de l'énergie renouvelable. Alors on arrivera au financement bien sûr, mais je vais vous lire juste un extrait du discours de Sa Majesté, c'était le 6 novembre, parce qu'on parlait de gouvernance tout à l'heure. Sa Majesté avait dit, aujourd'hui après 40 années, est-ce qu'on peut inscrire à leur actif comme à leur passif? Nous voulons opérer une véritable rupture avec les méthodes adoptées jusque-là dans la prise en charge des affaires du Sahara, rupture avec l'économie de rente et des privilèges et la défaillance de l'initiative privée, rupture avec la mentalité de la concentration administrative. Ça, c'est un des défis. On fait une petite pause, je vous ferai réagir dessus juste après. Province du Sud, un développement exemplaire. On essaie de comprendre ce soir, si vous venez de le rejoindre, dans 60 minutes, pour comprendre de quelle manière les provinces du Sud profitent de tous ces projets qui sont lancés. On a bien compris, en tout cas, que ça pourrait devenir l'Eldorado du Maroc dans, on va dire, pour les générations futures. Et en gros, quels sont les défis qu'on doit relever pour que ça se fasse dans ces... Alors on a bien parlé des ressources humaines. Je vous ai lu juste avant la pause un extrait du discours royal du 6 novembre dernier où Sa Majesté parlait... Alors je veux dire, là, je vous ai lu l'extrait où c'était clair, sans ambiguïté. Là on y allait, c'était brut de décoffrage en gros, l'économie de rente, tous les privilèges. Et le roi parlait de mentalité de la concentration administrative. On est dans le cadre de la régionalisation avancée, nous sommes une année électorale. Est-ce que c'est aussi un défi aujourd'hui, de quelle manière on va pouvoir vraiment amorcer une rupture avec des pratiques qui se sont ancrées, on va dire même encrassées depuis des années et des années. Le nouveau modèle a proposé, le nouveau modèle pour les provinces du Sud, a proposé une piste d'avenir, mais à partir d'un constat. Le constat est le suivant, qui a double aspect. Le premier, c'est quand on voit un peu l'histoire du développement économique de la région, de 1975 à maintenant, et si on prend un seul indicateur que je cite souvent parce qu'il est vraiment le plus frappant, les provinces du Sud ne rentrent que pour 1% dans l'encours total des dépôts et des crédits à l'échelle nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel du développement est porté par un seul acteur, qui est l'État. Et que par conséquent, il y a un potentiel important de promotion du secteur privé. Deuxième aspect, c'est qu'effectivement, à côté de l'État, l'essentiel des activités ne bénéficie qu'à une minorité, que ce soit dans l'agriculture ou dans les pêches, parce que justement, il y a encore prédominance de l'économie de rente, comme l'a signalé Sa Majesté le Roi dans beaucoup de ses discours. Et par conséquent, il y a deux pistes importantes. Il faut que, dorénavant, que l'économie de la région soit plus diversifiée, en élargissant la base sociale de l'activité productive pour que tous ceux et celles qui veulent prendre des risques, qui veulent créer des richesses, qui veulent investir, qui veulent donc créer des entreprises et donc promouvoir leurs talents dans le secteur public, peuvent le faire. Et par conséquent, il faut à la fois diversifier le système productif, élargir la base sociale de l'activité productive en repensant le système de l'octroi des concessions, des licences, qu'ils soient dans la pêche, dans l'agriculture ou dans les autres domaines. Et justement, le Conseil économique, social et environnemental a proposé à ce qu'il y ait, pour, par exemple, la question de l'eau, la gestion durable de l'eau, qu'il y ait à la fois des contrats de nappe, mais aussi la mise à contribution de la fiscalité pour garantir le renouvellement donc, de la ressource, en mettant à contribution cette fiscalité pour le dessalement donc, de l'eau de mer qui substituerait le... Il y a par conséquent une vision, mais cette vision doit se traduire dans les faits par des systèmes de contrôle,
de suivi et de reddition de comptes pour qu'il y ait une égalité de chances par rapport à l'acte d'entreprendre, pour qu'il y ait une véritable concurrence loyale entre les citoyens et les entreprises. Ce qui est un défi national en soi aussi. Qui est un défi national, et c'est dans cette perspective... Pour un autre indicateur, Segraoui en donnait un. Si nous prenons les recettes fiscales par rapport au PIB de la région, des 3 régions, c'est à peu près 1,1%. Alors que les recettes fiscales au niveau national par rapport au PIB, c'est 20%, 20-21%. Ça veut dire quoi? Que ces régions, les impôts collectés sont tellement faibles. Pourquoi? Puisqu'il y a des dépenses fiscales qui sont faites et qui ne rapportent pas nécessairement. C'est-à-dire que on avait des abus en termes d'exonération. Tous les niveaux. On avait parlé dans une émission précédente avec les entreprises qui étaient même domiciliées au sud alors qu'elles n'étaient même pas... Donc, et je crois que ce modèle de développement qui a prévalu pendant les 40 dernières années n'a plus lieu d'être. Et c'est de ça que parlait Sa Majesté. Il doit y avoir une rupture en termes de modèle de développement. Je crois que ce n'est justifié, peut-être que c'était justifié politiquement pour certaines périodes. Maintenant, ce n'est plus justifié ni économiquement, c'est clair, ni politiquement. Ni socialement. Donc, politiquement, pour nous, le gain pour gagner ce problème politique qui a trop duré, c'est de montrer que ces provinces sont capables de se développer de façon autonome, avec les richesses qu'il y a, avec les programmes qui sont mis en place. Et ensuite, tout ouvrir dans le sens des cahiers de charges où il y a des responsabilités à tous les niveaux. Que ce soit pour l'investissement privé ou encore pour toutes les dépenses de l'État où il y a une accounting, il y a une responsabilité, une reddition de compte de n'importe qui a à gérer un budget de l'État, puisque c'est l'argent de tout le monde et personne n'a le droit de le gérer à sa façon. Il y a une reddition de compte. Donc cette rupture doit avoir lieu et c'est le moment, je crois. Le discours de Sa Majesté était là, les propositions du Conseil dans le rapport étaient claires et on doit aller dans ce sens pour effectivement être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et je crois que c'est le défi le plus grand pour moi que les autres défis que nous avons à affronter pour les provinces du Sud. Moi, ils sont très, très importants et très forts aussi de souligner que la bonne gouvernance est une condition sine qua non de développement. S'il n'y a pas une bonne gouvernance qui est mise en place dans les provinces du Sud, il ne faut pas se leurrer, donc il faut pas s'attendre quelque chose. Donc je pense que la bonne gouvernance, c'est une exigence aujourd'hui et il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Aussi, il y a un deuxième point qui est très important. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les provinces du Sud, moi je le considère, c'est comme un plan à la Marshall qui est en Espagne et dans plusieurs pays en Europe. Aujourd'hui, il faut essayer c'est une politique de grands travaux. Oui, tout à fait. On y est. Donc il faut essayer de changer la perception d'attractivité économique des provinces du Sud. Et ça passe par tout un plan stratégique pour essayer que les investisseurs privés à l'échelle internationale ou bien à l'échelle régionale ou bien à l'échelle nationale s'engagent aussi dans le développement de ces provinces. Il y a un grand potentiel humain, aussi il y a un grand potentiel aussi sa proximité des ressources naturelles, sa proximité avec l'Afrique. Il y a des grands filières qu'on peut développer là-bas. Il y a la pêche maritime, il y a l'agriculture, il y a le phosphate, il faut essayer voilà, le tourisme. Donc il y a plusieurs filières qui gravitent autour de ces provinces du Sud qu'il faut essayer de mettre en place une vision et des réflexions pour développer. Ça, c'est une condition. Au-delà de la vision, parce que les visions, on les a. Les visions, on les a. Est-ce qu'on a une stratégie? Alors, est-ce qu'on a le maillage concret pour attirer, on parle souvent de la PME, de la TPE, de la PME vers ces provinces-là? Est-ce qu'on va avoir le maillage suffisant pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'infrastructures, de vous parler d'écosystèmes, voilà, pour amener les gens à venir s'installer, vivre, créer. Je veux dire, est-ce qu'on a aujourd'hui réfléchi à tout ça? La mise en place, par exemple, la mise en place de l'université Mohamed VI, l'université polytechnique de Mohamed VI, lycée professionnel d'excellence, un technopôle de formation des cadres et des chercheurs, moi je pense sont très importants. Il faut les tenir en compte dans cette façon d'apercevoir les choses. Moi je pense que ce maillage-là va se construire autour de cette formation de l'intelligentsia sahraoui, qui est capable d'assumer ses responsabilités à l'échelle de cette nouvelle institutionnalisation de la démocratie marocaine par le biais de la régionalisation avancée. Moi je pense qu'il faut essayer de voir les choses
à travers ce spectre? Non, moi je crois que les visites royales dans les provinces du Sud montrent à quel point il y a une volonté politique, un haut niveau, d'offrir toutes les conditions pour que les provinces du Sud du Royaume, à l'image des autres donc, régions du pays, puissent être un espace d'investissement et de valorisation de toutes les potentialités créatrices de notre pays, qu'il s'agisse du secteur privé, national ou international, ou local, ou qu'il s'agisse de promotion, tout simplement, de l'économie sociale et solidaire à travers des TPE. Avec des systèmes de guichets, les agences de développement, est-ce qu'on va... voilà, d'une manière concrète, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des instants, le nouveau modèle a mis en place des innovations institutionnelles. D'abord, à commencer par la régionalisation avancée elle-même. Aujourd'hui, nous avons des régions qui ont de larges prérogatives et pouvoirs, où il y a une consécration de la région comme une entité où le président a un pouvoir exécutif et réglementaire, où toutes les instances de la région sont élues au suffrage universel direct. Il y a des mécanismes donc, de participation des populations à travers les forums régionaux et à travers même les pétitions. Et il y a une gouvernance qui se veut de plus en plus démocratique et responsable à travers les mécanismes de suivi, de contrôle, de reddition de comptes et à travers surtout la contractualisation entre l'État et la région. Je crois qu'il y a aujourd'hui ce qui manquait tout au début donc, de la libération du Sahara, c'est trois choses qui me paraissent toujours importantes, qui sont la clé de la promotion de tout secteur privé ou tous ceux qui veulent entreprendre dans un contexte donné. La volonté politique, une vision claire de ce que nous voulons faire dans les provinces du Sud et une stratégie de développement économique, social, environnemental et culturel, mais aussi en termes de gouvernance, claire. Aujourd'hui, ce sont ces conditions qui vont essaimer la confiance auprès de l'ensemble des acteurs et forces vives de la région et qui ferait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que tous ceux et celles qui veulent entreprendre, qui veulent prendre des risques, qui veulent s'engager dans l'entreprise privée ou dans l'économie sociale ou solidaire ou tout simplement dans les autres activités puissent aujourd'hui avoir leur place dans le cadre d'un tissu de plus en plus diversifié socialement, mais aussi économiquement et sectoriellement. Oui, moi je voudrais ajouter à ce que disait Segraoui un quatrième élément. Ce qui manquait aussi, c'est que lorsque l'État développe lui-même des investissements, il donne le signal qu'il y a moyen pour développer d'autres choses. Il y a donc des externalités positives qui peuvent être créées, puisque lorsque l'État va mettre en place des projets, je ne sais pas moi, halieutiques, puisqu'il y a un port au niveau de Dakhla, un investisseur privé ne pouvait pas y aller avant, puisqu'il n'y avait pas de port. Maintenant, il n'y avait pas de route pour acheminer des matières premières ou des produits finis dans les deux sens. Lorsqu'on va avoir cette route, il va créer des externalités au niveau local, comme ça des investisseurs vont venir. Donc, lorsque l'État prend le taureau par les cornes et va investir avec tous les grands projets qui sont mis en place, c'est ça, à mon sens, c'est ça ce qui va attirer beaucoup plus d'investisseurs, qu'ils soient nationaux, internationaux d'ailleurs, pour venir investir dans les différentes filières qui sont développées. Donc, je crois qu'on est bien parti, c'est maintenant qu'on est parti pour développer de façon autonome. Il y a des richesses, à mon sens, on n'aura pas besoin d'un autre 17 milliards plus tard, puisque ça va être entretenu à partir de ces investissements qui vont attirer d'autres. Remarque, les 77 milliards, Segraoui parlait de 140 milliards pour l'ensemble. C'est clair que c'est 2 fois le PIB de ces régions, 2 ou 3 fois le PIB de ces régions. Donc on va voir 5 fois le PIB. Le PIB aujourd'hui, il est d'environ 10 milliards. 10 milliards. Et on envisage de le doubler. Donc on voit bien où est-ce qu'on est parti, et c'est ça ce qui va attirer beaucoup plus d'investisseurs. On doit avoir toute la gouvernance qui doit accompagner ceci. Et c'est ça le problème qui risque d'être posé. Est-ce que nos provinces sont capables de gérer la gouvernance, la meilleure gouvernance, pour effectivement drainer tous ces investissements, les contrôler, rendre les comptes au niveau local, au niveau régional et puis au niveau national. Sachant qu'on a 2 facteurs importants, ça on l'oublie souvent.
la sécurité et la stabilité. Tout à fait, c'est parmi Vous les ne pouvez pas vous imaginer, quand on est allé pour faire une évaluation de l'état, de l'effectivité des droits économiques, sociaux, environnementaux, culturels et en termes de gouvernance, eh ben, force est de constater que ce territoire marocain, on peut rentrer et sortir en toute liberté, on peut y entreprendre, y vivre et investir en toute liberté. Les deux facteurs qui, objectivement, doivent encourager les investisseurs à la fois locaux, nationaux et internationaux, c'est la stabilité et la sécurité. Et je crois que c'est deux dimensions qu'il faut verser à ce que je vous ai dit tout à l'heure et qu'apporte le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Moi, je pense qu'il y a deux points qui sont très importants à la lumière de ce qui se passe dans nos provinces du Sud. Concernant le point de la sécurité, je pense aujourd'hui le Maroc, il a fait des grands pas, il a fait des avancées très considérables en matière de la sécurisation de ses frontières. Aujourd'hui, nous sommes vraiment un pays qui est vraiment modèle à l'échelle de la sécurité, à l'échelle internationale. D'ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc, aujourd'hui, c'est un modèle. Tout le monde essaye de chercher de mettre en place des partenariats avec lui. Mais bien évidemment, il y a des menaces. Daesh est en train d'avancer. D'ailleurs, récemment, il y avait les attentats de Burkina Faso, des attentats au Tchad, au nord du Mali, dans la Libye aujourd'hui, c'est un pays instable. La Tunisie, il y a donc des choses qui sont en train de se passer qui peuvent vraiment nuire à la stabilité de ce pays. Vous avez les pays subsahariens du Sahel, le Tchad. Donc, effectivement, il y a un problème de sécurité qui est en train de s'imposer, mais je pense que c'est un problème que le Maroc peut affronter d'une manière courageuse. Mais il y a un point qui est très important, parce que quand on développe les provinces du Sud avec toute ce budget, ces investissements colossaux, 17 milliards de dollars, plus 9 milliards de dollars pour le solaire. Donc, on est en train, soi-disant, de créer de corridor économique à l'échelle internationale. Donc, pour essayer vraiment, donc je parle moi à l'échelle, c'est pas à moyen terme ou bien à court terme, mais à long terme. À long terme, il faut essayer de développer l'Afrique, parce que c'est ça le destin du Maroc. Vous allez développer les provinces du Sud. À l'échelle nationale, le Maroc va vraiment se développer. Mais s'il n'y a pas vraiment une politique à l'échelle internationale pour aider l'Afrique dans son processus de développement, dans son problème et dans ses problèmes économiques, donc vraiment il y aura des problèmes graves qu'on sera obligé d'affronter. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays limitrophes, il n'y a pas des États, il y a des États résilients, ou bien ce qu'on appelle dans la politique internationale des États faillis. Ça, il faut le dire, ça c'est une vérité. Mais le Maroc, pour qu'il puisse vraiment essayer de créer cette ceinture, comme je viens de dire, dès le départ, qui va avancer dans l'espace et dans le temps, donc il faut vraiment essayer de solutionner ces problèmes. Pour les solutionner, on n'a pas la capacité. Donc sans la communauté internationale, sans l'Europe, sans les États-Unis d'Amérique, moi j'ai bien salué récemment M. Barack Obama, le président américain, a salué le modèle marocain, ce qui se passe au Maroc. C'est très bien, mais il faut mettre le paquet. Il faut aider le Maroc parce que c'est un modèle, c'est une image, c'est beaucoup de choses. Il faut vraiment mettre tous les moyens pour qu'il puisse faire et jouer son rôle dans le développement économique et humain dans les pays africains. Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je crois que pour le côté sécuritaire, c'est une donnée fondamentale. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement, rien ne viendra. C'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement. Ça n'empêche pas certains pays africains. Oui, mais ça dépend. Les conflits profitent parfois de certains investisseurs. Oui, c'est d'autres types d'investissements, pas ceux que nous visons, pas ceux que nous visons dans ce cas. Donc, je crois qu'effectivement, il y a ça. Il y a des craintes, mais je crois que au Maroc, les services de sécurité sont là. Et puis, il va y avoir quelques petites escarmouches ici et là, mais nous allons continuer le développement de nos provinces. Pour les provinces elles-mêmes, pour le Maroc et aussi pour tout le Sud. C'est clair que c'est grave. Non, moi je crois que l'une des leçons du développement, dans l'histoire du développement dans le monde, c'est la capacité de chaque nation à trouver sa propre voie. L'Afrique n'a pas besoin d'aide de l'extérieur. L'Afrique a besoin des Africains.
a besoin, comme souvent le souligne Sa Majesté, d'un vrai partenariat un vrai partenariat sud-sud, où les Africains se réveillent. Oui, là, il a fait un appel de fond. Hein. Moi, je pense que c'est fini l'ère Nous sommes dans un monde interdépendant, mais aujourd'hui, il y a une volonté de puissance de partout. L'Iran va être une superpuissance, la Turquie va être une superpuissance, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le monde, c'est l'absence d'une gouvernance mondiale de toutes les questions, et pas uniquement des questions de développement. Et aujourd'hui, ce sont les groupements régionaux et les nations qui ont su mobiliser leurs acteurs et leurs forces vives pour produire justement de façon endogène, nationale ou macro-régionale, leur propre modèle qui ont réussi. Et moi, je crois que le Maroc donne l'image d'un pays et d'une nation qui a fait des choix éminemment marocains et qui avance dans ces choix en partageant ça avec, dans le cadre d'un partenariat sud avec l'Afrique et une partie donc, du monde arabe. Et je crois que c'est dans cette perspective que notre région pourra effectivement avoir un développement autonome et qui valorisera de façon autonome ses propres richesses. Et cela dépendra de sa capacité à produire des élites d'un niveau d'excellence, de compétence, d'engagement et surtout d'intégrité à la mesure donc des ambitions des peuples africains, mais aussi des compétences qui pourront gouverner mieux le développement dans notre pays. Et c'est ça le vrai challenge. C'est pas d'attendre de nos amis, qu'ils soient américains ou européens ou autres, de venir nous aider à faire quelque chose. C'est à nous de faire. Et le Maroc est en train de le faire en comptant sur ses propres ressources, sur son génie national et sur sa capacité à mobiliser ses forces vives. Et je crois que c'est une belle perspective. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes bien installés dans le Sahara ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une communion autour de Sa Majesté pour l'intégrité territoriale et pour construire ensemble cette ambition pour le Maroc et à travers le Maroc pour l'Afrique. Peut-être je me suis fait mal comprendre. Non, mais c'est vrai. Moi, je le dis, c'est ma conviction. L'avenir du Maroc, il est lié à l'Afrique, au continent africain. C'est la géographie, c'est la géopolitique. Et quand je parle de la communauté internationale pour aider l'Afrique, je le dis parce que si on décortique les problèmes, par exemple, à Burundi, il y a un enchevêtrement des intérêts internationaux un enchevêtrement des intérêts internationaux qui fait aujourd'hui qu'il y a des problèmes à Burundi. Il y a plusieurs pays qui s'enlisent dans des problèmes graves aujourd'hui. Ils sont la communauté internationale. Il y a les Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité, donc il faut solutionner le problème. D'ailleurs, il y a aujourd'hui 17 mouvements séparatistes en Afrique. Donc, comment on peut, nous, les Marocains, aider ces pays à concevoir leur futur d'une manière, dans un aspect de l'intégrité territoriale de leur pays. Donc, il faut vraiment un engagement des pays occidentaux pour solutionner ce problème. Plus d'un point de vue coopération, interventionnisme, enfin, mais pas interventionnisme, mais en tout cas, que la communauté internationale puisse aider à ce que la stabilité... Tout à fait. Bon, oui, en même temps, si la communauté internationale aidait à la stabilité dans les régions, on serait au courant. Je voudrais amener juste un point à votre question. Je voudrais amener un point pour la dimension économique. Je crois que la partie du monde où il y a des taux de croissance supérieurs à 6% actuellement autre que la Chine, c'est l'Afrique. C'est le gisement, c'est là où il y a un potentiel de croissance, le potentiel de croissance le plus élevé. La direction Europe, tout le monde voit que lorsqu'ils ont 1%, ils applaudissent. Maintenant, là où il y a de la croissance, et c'est ça ce qui va nous encourager nos investisseurs qui sont d'ailleurs implantés un peu partout, au niveau communication, banque, etc. Et cette expertise marocaine, on doit renforcer ça, et on a un canal maintenant à travers lequel on va pouvoir passer. Ce sont nos provinces qui vont devenir notre vitrine de l'autre côté pour l'Afrique, et puisqu'on va développer quelque chose qui est demandé aussi dans les pays qui sont similaires sur le plan géographique, si vous voulez, avec le Sud, que ce soit le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina, etc. Sénégal, tout ça, on a beaucoup de choses à pouvoir partager avec nos amis africains, et c'est une expertise marocaine, c'est-à-dire africaine. Alors,
Ces provinces du Sud, on sait bien, on a bien vu que ça pouvait nous faire rayonner, on est un peu sorti de nos provinces pour y revenir, mais en gros, il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut pouvoir y aller dans ces provinces du Sud. Aujourd'hui, le désenclavement, est-ce que c'est une condition sine qua non aujourd'hui? Est-ce que tous les projets qui sont mis en marche le sont? Est-ce qu'on a le seront, on va dire, faits de manière assez rapide pour qu'on puisse accompagner, je veux dire, en parallèle tous ces projets-là? Je crois que les projets qu'on... L'aérien, le routier, oui, le terrestre, le ferroviaire. Aujourd'hui, il faut l'avouer, hein, entre les 375 km qu'a laissé le Collan et ce qui a été construit, qui dépasse de loin, déjà en 2010, 50 000 km, y compris routes nationales, régionales et secondaires, ce qui a permis de réduire le coût donc, des transports de 50%, passant de 300 dirhams la tonne pour 10 km à 150. Et depuis 2010, et ce qui va se faire donc, à partir donc, de 2016, avec la visite royale, où le grand nœud donc, du cloisonnement et de l'enclavement, eh ben, c'était les 3 tronçons qui vont aller de Tiznit à Dakhla, en passant par Tantan, Tarfaya et Gelmim, et en reliant Gelmim à Laayoune, Laayoune à Dakhla, et Tiznit à Gelmim, mais tout ça, sans parler donc du port de Tanger Dakhla, qui va jouer, d'ailleurs, c'est un lapsus significatif, qui va jouer le même rôle, donc Tanger Med, avec cette capacité à devenir un hub également régional dans le domaine donc, des transports maritimes. Tout cela augure que si on réalise ces projets dans les délais qui ont été estimés, à savoir dans 6 ans, enfin, 2022, pour ce qui concerne en tout cas le complexe autoroutier, je pense que tout cela augure que la question donc, de la connectivité des provinces du Sud, à la fois par rapport au reste du Maroc et au reste du monde, va être quelque chose, va être une réalité, sachant que l'aménagement numérique de l'ensemble des provinces est une réalité et qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont en train d'être réalisées, pas de façon à 100%, mais de façon progressive et certaine, et ce qui augure que demain, effectivement, les provinces du Sud vont devenir effectivement un hub à la fois régional, mais aussi un point d'ancrage et une locomotive pour le reste des régions du Maroc. Il va falloir réfléchir dès maintenant pour le transport ferroviaire. Ce n'est pas encore dans le chantier, mais il va falloir réfléchir à ça plus tard. Mais surtout, tout de suite, là, l'aérien. Pourquoi? Puisque pour développer le tourisme, puisque Dakhla se veut aussi une ville touristique. Ça coûte cher d'ailleurs. Ça coûte cher. Pour nous, il va falloir, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir, que ce soit par la compagnie nationale ou par d'autres compagnies qui feraient les liaisons à partir d'autres villes, peut-être Casablanca, mais aussi à partir d'autres villes. Il va falloir améliorer dans ce sens si nous voulons que nous, Marocains, au nord, que l'on puisse découvrir Dakhla. Moi, je serais content de pouvoir passer quelques jours de mes vacances à Dakhla. Et j'imagine plusieurs Marocains seraient contents d'aller découvrir. Et donc, pour que ceci soit possible, il va falloir réduire les coûts. Et pour réduire ces coûts, il faut qu'il y ait des liaisons régulières, pas trop chères, pour que les Marocains puissent aller visiter les provinces du Sud. Et c'est quelque chose qui va falloir faire. J'ai une question d'une téléspectatrice, Khadija, sur Facebook, qui nous demande, alors je ne lis pas tout son post parce qu'il est un peu long, mais elle abonde dans le sens de ce que peuvent apporter bien sûr le développement des provinces du Sud. Mais en fin de réaction, elle nous dit que les provinces du Sud vont connaître un décollage économique sans précédent, mais ce ne doit pas être au détriment des autres régions. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait... Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la régionalisation avancée, le développement va dépendre de la capacité des élites et des acteurs et des forces vives de chaque région à ériger leur propre région en pôle de compétitivité. Et donc, toutes les chances sont permises aujourd'hui à toutes les régions. Il se trouve qu'effectivement, les provinces du Sud, à l'image donc des autres régions, mais peut-être plus que les autres régions, parce qu'il s'agit d'une région qui a besoin donc de s'ériger. C'est un choix politique. On a voulu politiquement que la régionalisation avancée dans sa forme la plus complète
commence dans les provinces du Sud et que ce qui se passera dans les provinces du Sud servira de modèle. Mais au-delà de ça, je crois que l'ensemble des régions ont leurs propres projets et c'est de leur capacité à les valoriser, à les mener jusqu'au bout que dépendra demain les différences régionales et les clivages entre les 12 régions. Tout à fait, je voudrais ajouter justement, puisque peut-être on en parle aujourd'hui, puisque Sa Majesté est en visite au Sud, mais ça ne veut pas dire que si on parlait tout à l'heure des projets solaires, on commençait par Ouarzazate. Ouarzazate, c'est pas dans les trois provinces, les trois régions. La prochaine nord, le nord, Tanger et toute la zone, et puis la prochaine station nord qui va avoir lieu, c'est Midelt. Donc c'est au centre, et là encore, ça va métamorphoser toute une zone. Donc je crois qu'il y a un développement partagé. Il y a des priorités qui sont parfois à l'ordre du jour pour des questions politiques, mais ça ne veut pas dire que c'est au détriment d'autres régions, c'est clair. Moi, je pense que nous sommes en train de mettre en place des pôles. Je pense que nous sommes en train de mettre en place des pôles économiques dans le Maroc, à la lumière de cette régionalisation avancée qui est en train de s'installer et de se mettre en place. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut essayer de créer des nouvelles connexions entre le nord du Maroc et le sud du Maroc. Il faut essayer de réfléchir sur la mise en place des plateformes, des infrastructures capables de créer une attractivité, de changer la perception d'attractivité économique et même touristique à l'échelle nationale. Ça, c'est très important pour qu'on peut dépasser, parce qu'en répondant à cette demoiselle qui a posé cette question, aujourd'hui le Maroc cherche de faire la rupture avec l'État-providence dans les régions des provinces du Sud en mettant en place vraiment une vision stratégique, économique à l'échelle nationale. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre le développement des provinces du Sud. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs, et on se retrouve demain.